spécial débat aujourd'hui, mesdames et messieurs, est au centre. Nous allons parler de 100 propositions de Germain Kambinga par rapport au renouvellement institutionnel et diplomatique du Congo, une autre vision pour le Congo. Et pour parler de cette nouvelle vision, j'ai avec moi Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre. Très heureuse et bonne année. Non, c'est moi qui suis honoré d'être reçu par vous. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Nous allons vraiment nous recentrer sur les propositions du centre, incarnées par Germain Kambinga. D'abord, pourquoi cette vision, cette nouvelle vision? Qu'est-ce qu'il veut changer pratiquement pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui ne marche pas selon lui? Non, nous pensons au centre que le Congo, la RDC, est au tournant de son histoire. Après avoir vécu 3 cycles électoraux, je crois que le plus grand enjeu aujourd'hui pour le Congo, c'est le développement. Nous devons aujourd'hui mettre la question du développement de ce pays au centre de toute action politique et de tout débat politique. C'est pourquoi Germain Kambinga a décidé de mettre sur la place publique 100 propositions pour orienter le débat politique vers cet objectif-là. Parce que nous remarquons que le débat politique, malheureusement, est tourner autour de futilités, pas seulement de futilités, mais surtout sur la recherche du buzz, sur des choses qui, malheureusement, ne remettent pas les vraies questions, les véritables attentes du peuple congolais dans le débat public. Donc, pour alimenter le débat et surtout l'assainir et le rendre utile, il fallait que nous lancions ces 100 propositions pour qu'on cesse de débattre autour de la recherche du buzz, qu'on cesse de débattre autour des personnalités et que l'on débatte du développement du Congo. Ce qui est très très important. Nous allons décortiquer avec, dans la mesure du possible, nous avons 40 à 45 minutes ensemble, nous allons décortiquer certaines propositions. Nous commençons d'abord par le premier, la création d'un cadre de dialogue politique permanent, une médiature de la République aux attributions aussi bien sociales que politiques, afin d'instaurer un climat de confiance entre les acteurs des crises politiques répétitives et faciliter le respect des échéances électorales, notamment celle de 2023. Cette structure remplacera avec pertinence le CNSA, Conseil national de suivi de l'accord de la CENCO. Donc, il nous faut comme un arbre à palabre, voilà, donc quelque chose de permanent pour dialoguer. Est-ce que ça donne l'impression, Rodrigue Mwamba, qu'on aura tout un tas de conflits, tout un tas de crises? Non, écoutez, l'idée d'une médiature est simple. C'est qu'il faudrait absolument essayer de concilier ceux qui exercent le pouvoir public, le concilier avec ce qu'est le droit, les droits et les attentes des citoyens. Ça, c'est de manière assez générique, parce que la médiature de la République, ce n'est pas nous qui l'inventons. Elle existe déjà dans plusieurs autres pays, surtout plusieurs pays africains, et nous essayons de l'introduire dans notre pays. D'ailleurs, elle cadre beaucoup plus avec ce que nous sommes, le centre, notre idéologie et notre façon à nous de voir les choses, mais aussi elle cadre avec l'histoire, à la fois politique et sociale, de notre pays. Alors, de manière claire, qu'est-ce que ça veut dire une médiature? Je dirais qu'elle a d'abord une sorte de mission sociale, mais aussi politique. Pour aller de manière pragmatique, prenons la polémique qu'il y a eu sur la désignation du président de la CENI. C'était une tâche réservée ou bien qui avait été confiée aux chefs religieux, et on a vu comment, pour la première fois dans ce pays, les chefs religieux se sont divisés en 2 camps qui étaient totalement irréconciliables. Même le président de la République a dit qu'il ne pouvait pas rentrer, s'immiscer dans ce conflit-là parce qu'il ne voit pas comment lui peut prendre un camp pour les uns et non pour les autres. Nous pensons que s'il y avait une médiature de la République, en ce moment-là, elle se serait mise au devant et aurait pu proposer des voies de sortie pour concilier les vues en ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas du goût de certains d'avoir perdu et des autres d'avoir gagné. Parce que ce que nous voulons, la démocratie que nous voulons pour notre pays, en tout cas pour une première étape, c'est une démocratie consensuelle, où il n'y a pas un camp, surtout quand il est au pouvoir, qui lui gagne toujours.
et un autre camp qui est à l'opposition, qui perd toujours. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce camp-là ou cet autre camp qui a toujours raison et l'autre a toujours tort. Donc il nous faut aujourd'hui converger vers cette démocratie consensuelle. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait une médiature de la République. Parce que les enjeux qu'il y a devant nous, peut-être à la session de mars, on le verra bien, les questions sur la réforme de la loi électorale, par exemple, ce sont des questions, on le sent déjà, qui risquent de diviser. Et il nous faut absolument un organe qui facilite le dialogue, un organe qui facilite la conciliation de vues pour permettre justement à ce que le processus électoral soit accepté de tous et que nous puissions tous aller aux élections pour renforcer d'abord la légitimité de nos institutions, parce que nous savons que les institutions solides et efficaces sont là les véritables... Les crises ne perdurent pas. Je vais lire la deuxième et puis nous allons commenter la troisième. Deuxième proposition, la création d'un fonds électoral appelant la mobilisation interne. Budget via une quotité annuelle contraignante pouvant entraîner la chute du gouvernement en cas de non-respect, et externe, partenaires internationaux, des moyens en vue de garantir un financement. Certains des processus électoraux, nœuds de toutes les crises politiques de l'ère institutionnelle post-Sun City. La troisième proposition, l'élection du porte-parole de l'opposition pour réduire la fracture radicale de l'opposition et l'intégrer dans un processus républicain de participation et de contrôle de la gestion du pays. Porte-parole de l'opposition aussi. C'est depuis belle lurette qu'on attend ça, hein. Le porte-parole de l'opposition, l'idée que nous énonçons, ce que nous entendons en réalité derrière, cette insistance pour nous de pouvoir faire voter finalement ce porte-parole de l'opposition, c'est pour réduire, comme on l'a dit, la fracture radicale de l'opposition. Madame Paulette, ça fait 40 ans dans ce pays que nous avons des oppositions radicales. Depuis la création de l'opposition en 82, ça n'a été que des oppositions radicales face à un pouvoir absolu. On peut peut-être dire aujourd'hui que la dictature est partie, mais il y a comme un héritage du maréchal Mobutu dans le chef de ceux qui lui ont succédé. Figurez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, un président de la République peut arracher une majorité parlementaire sans passer par les urnes. Voyez-vous, nous avons toujours cette tendance, en tout cas le pouvoir, à hériter cette sorte d'absolutisme qui est né avec le pouvoir de Mobutu. Et l'opposition aussi est restée dans ce format-là, d'une opposition radicale. Et la conséquence, c'est que la plupart du temps, ça la sort du jeu ou du jeu républicain. Et finalement, nous avons des institutions qui sont déstabilisées. Prenez en 2011, lorsque le feu Étienne Tshisekedi refuse de participer aux élections ? Non, pas de participer, ça, on est en 2011. Il participe, ça c'est en 2011, oui. Mais il refuse de reconnaître les résultats. Il se considère comme président de la République. Nous avons passé de 2011 en 2017-18 le mandat le plus tumultueux, avec autant de dialogues, avec autant de crises politiques. Et cela a eu comme résultat une fragilisation de nos institutions et finalement le développement n'a jamais été à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous pensons que si l'opposition, parce qu'aujourd'hui il y en a qui veulent faire des Étienne Tshisekedi, qui sont dans une opposition totalement radicale, ce que nous voulons, avec l'élection du porte-parole de l'opposition, c'est donc de réduire cet écart, cette fracture radicale-là, d'intégrer l'opposition dans le système institutionnel républicain pour permettre à ce que le débat se fasse dans les institutions, dans le système républicain, et donc permettre aux institutions d'être stables. Que l'opposition joue vraiment son rôle. Exactement. L'opposition n'a pas joué son rôle après les élections de 2006. Je comprends, Jean-Pierre Bemba peut-être avait des problèmes à la justice internationale, mais après, plus personne n'a voulu assumer le rôle de porte-parole de l'opposition. Son mouvement a refusé catégoriquement qu'il y ait une autre personne à cette place-là. Et les résultats, c'est quoi? Les réformes qu'il y a eu à l'Assemblée nationale à l'époque, c'est qu'on a eu la suppression du second tour, par exemple. Et tout un tas de réformes qui n'étaient qu'en faveur du pouvoir de l'époque. Nous pensons que lorsque l'opposition entre dans le jeu républicain, cela permet à ce que le débat s'assainisse et que nous puissions nous concentrer non pas sur les polémiques
et les individus, mais sur les véritables questions de développement. Surtout les propositions, voilà. Quatrième proposition, l'accélération du processus de vote des lois impératives non modifiables à chaque législature au gré des intérêts politiques de la majorité parlementaire. Cela permettra l'organisation des processus électoraux honnêtes et crédibles. Cinquième, la mise en place d'un suivi quotidien des procédures d'encadrement et de garantie de l'exercice des libertés publiques en vue de l'instauration d'un climat d'apaisement dans les relations entre les différents camps politiques. Là, nous parlons de la liberté publique. Cela nous concerne aussi, nous les journalistes, un peu la liberté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette liberté manque ou on doit la renforcer en fait? En tout cas, on doit la renforcer parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont dit ce qu'ils considéraient eux comme étant leur vérité. Ils sont en prison pour ça. Permettez quand même que je revienne sur la deuxième proposition qui parle du financement de la CENI, parce que c'est très important, c'est même un sujet d'actualité. On a entendu aujourd'hui ces jeux de ping-pong entre le président de la CENI et le ministre des Finances. En fait, ce que nous disons, ce que nous proposons comme réforme dans ce domaine-là, c'est que le gouvernement de la République a l'obligation, en tout cas, de financer la CENI, de faire des provisions pour les dotations qui sont à donner à la CENI. La CENI ne doit pas quémander normalement, oui, normalement. On ne doit pas attendre comme... On ne doit même pas attendre. Ça doit venir automatiquement. Ça doit venir automatiquement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut instituer cette quote-part annuelle que le gouvernement doit impérativement mettre de côté, dans une loi, bien sûr, et cela peut même, si dans le cas où ce n'est pas respecté, entraîner la chute du gouvernement. Parce que c'est un devoir sacré du gouvernement d'assurer la pérennité même des élections et surtout la régularité. Et la régularité des élections. Pour nous mettre à l'abri d'éventuels glissements, comme c'est là... on a l'impression qu'on y est déjà. On a l'impression que l'on va vers un glissement. Pour nous éviter cela, le gouvernement a l'obligation de mettre de côté des quotas, des quotités à remettre à la CENI de manière périodique, annuellement. Et le Parlement doit suivre cela. Si cela n'est pas fait, eh bien cela peut même entraîner la chute du gouvernement. C'est très important. Il ne faudrait pas que la CENI puisse, le président de la CENI passe dans les médias pour se plaindre et se justifier tout le temps. Et qu'après cela puisse faire objet de la polémique qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Donc c'était important que je le dise ici, chez vous. La liberté, là, donc vous voulez quelle liberté? Garantie par... Il faut garantir les libertés, on l'a dit, les libertés d'expression, c'est très important. Et ce que nous voulons, au fond, c'est que la Commission nationale des droits de l'homme puisse jouer pleinement son rôle, ce rôle-là. Parce que nous craignons que lorsque, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le giron de ceux qui sont au pouvoir et que vous êtes que vous avez un point de vue différent, que cela passe forcément comme un crime de lèse-majesté. Moi, je vous rappelle qu'il y en a qui sont en prison sans aucun procès, qui sont en prison parce qu'ils ont dit des choses qui n'a pas plu forcément à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, nous pensons que pour des élections qui s'annoncent très disputées comme celle de 2023, il nous faut avoir des garde-fous. Il faut une véritable réforme de la Commission nationale des droits de l'homme pour intégrer cette mission-là, pour veiller sur la liberté d'expression, pour les libertés des personnes, pour nous permettre à ce que nous ayons un cycle électoral, en tout cas des élections en 2023, pas seulement apaisé, mais qui puisse permettre à ce que toutes les expressions puissent être exprimées, que toutes les idées soient exprimées, que toutes les tendances politiques puissent s'exprimer. Sixième point, la mise en œuvre de mécanismes de contrôle régulier de l'action gouvernementale pour garantir l'effectivité de son travail, le respect des prescrits de la Constitution et des assignations budgétaires en tenant compte de l'équilibre entre les moyens alloués et les objectifs assignés. La mise en place, ça c'est la septième, la mise en place par voie législative ou réglementaire d'un mécanisme permanent d'évaluation trimestrielle des ministères sectoriels pour le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale. Excusez-moi, ça me fait rire parce que je sais qu'on avait déjà promis ça, mais ça ne s'est pas fait. On n'évalue pas nos ministres, on n'évalue pas le travail qu'abattent nos ministres.
Et quand deux fois on leur rappelle cela, eh bien ça devient de l'harcèlement, ça devient de la haine, ça devient de la jalousie. Quoi faire? Quel cadre avoir pour mais vous savez, le cadre par excellence pour l'évaluation ou même le contrôle de l'action gouvernementale reste le Parlement. On voit dans les autres pays où la démocratie est implantée depuis longtemps, des membres du gouvernement qui défilent quasiment toutes les semaines à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur l'action, sur l'action du gouvernement. Il ne faudrait aujourd'hui au Congo, l'interpellation d'un ministre est un événement. Pourtant, ça devrait être en tout cas une situation normale et ordinaire. L'interpellation d'un ministre ne doit pas être un événement. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous allons peut-être renforcer cette idée-là, mais ce que nous pensons, c'est de rendre l'interpellation des ministres, en tout cas le contrôle des membres du gouvernement et tous les membres de l'exécutif, de les rendre fluides. Et que les questions sur le contrôle gouvernemental... Les questions orales ne soient pas monnayables aussi. Ni monnayables, ni bloquées par le bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Parce que, généralement, ils donnent des raisons. Non, nous avons des matières plus importantes. Non. La question du contrôle du gouvernement, les questions orales doivent passer comme des priorités devant toutes les autres matières pour permettre à ce que le suivi de l'action du gouvernement, le contrôle de l'action du gouvernement soit effectif pour permettre à ce que les choses... Il ne faudrait pas laisser cette tâche-là qu'à l'inspection générale des finances, qui d'ailleurs n'a pas de gros moyens de coercition sur le gouvernement. Ils sont pleins d'ailleurs. Ils sont exactement. Pleins. C'est le Parlement qui a même le pouvoir de faire chuter un gouvernement qui doit justement se mettre en plein dans ce travail-là. Malheureusement, ils ne le font pas. Bon, on sait tous comment... Comment ça se passe? Huitième proposition, le développement des mécanismes de communication du gouvernement à l'endroit des populations pour permettre un renforcement de l'adhésion des populations aux politiques publiques menées par le gouvernement, notamment par le renforcement de sa présence dans les provinces et ou l'instauration d'un fonds de développement parlementaire grévé sur le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de la réalisation d'actions sociales à impact visible dans chaque circonscription électorale. Cela permettra par ailleurs de stabiliser et de professionnaliser le travail du Parlement par l'augmentation du taux de renouvellement des mandats électifs. Ça, c'est autre chose. Les provinces, on les néglige souvent, nos provinces. J'y suis allé dernièrement, on a l'impression que le Congo profond et Kinshasa, c'est deux mondes parallèles. Exactement. Donc, on a même l'impression que le Congo, vous le dites, c'est seulement Kinshasa. L'idée pour nous ici, c'est de permettre à ce que les députés nationaux, en tout cas les parlementaires, puissent être des prolongements de l'action du gouvernement. Parce que lorsque nous mettons les députés et tous les autres qui sont d'ailleurs appelés à être proches de leur base, la plupart sont votés à l'intérieur de notre pays. Mais ils n'y vont plus quand il s'agit des vacances parlementaires. Beaucoup n'y vont plus. Moi, je dis qu'ils sont censés l'être. Parce qu'ils sont votés je pense, plus de 450 députés sont votés à l'intérieur du pays. Donc, ils sont obligés. Ils sont obligés, dans tous les vacances parlementaires, d'y aller. Mais y aller, généralement, ils ne gagnent pas grand-chose, selon ce qu'on entend, mais il faut qu'ils y aillent dans des coins où il manque de tout. Moi, je suis médecin, j'ai eu à évoluer en province. Il y a des enfants qui naissent qui n'ont pas d'eau potable. Wow. Qui n'ont pas d'eau potable, tout simplement. Il y a des enfants qui naissent dont les mères sont tellement en état de malnutrition que leurs mamelles ne sécrètent même pas le lait maternel. Et il faut qu'il y ait des gens qui puissent être présents, à l'occurrence des députés, qui, avec un certain nombre de moyens supplémentaires, puissent supplier à cette absence de l'État. Et que, de manière progressive, que nous puissions avoir, lorsque l'action du gouvernement vient, on va supplier à cela. Mais l'idée ici, c'est de professionnaliser aussi le travail des députés. Nos statistiques montrent que plus de 85% des députés ne reviennent pas à l'Assemblée nationale. Donc on a des députés, chaque fois, qui sont élus nouvellement, qui n'ont pas d'expérience, et on voit très bien les résultats. Cette législature est éloquente en exemple de l'inexpérience des députés. Donc, nous avons besoin des députés de qualité, des députés qui ont une certaine expérience du travail parlementaire, et je pense que c'est un moyen pour essayer de garder ou bien de créer cette qualité dans le travail du député. Donc ça
ça va perturber aussi le renouvellement de la classe politique. Est-ce qu'être député, ça va devenir une carrière? Pas forcément, non, pas forcément. Puisqu'on parle maintenant du renouvellement, comment faire? Non, le renouvellement, écoutez, lorsque le renouvellement, il y a déjà chaque année, à chaque législature, à chaque élection, depuis 3 cycles électoraux, un renouvellement massif à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela produit? Ça produit les législatures que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est ça réellement la question, le renouvellement de la classe politique? Moi, je ne pense pas. Il nous faut des députés de qualité, il nous faut des députés expérimentés, et nous pensons que si on peut avoir 50% du Parlement qui est renouvelé chaque année, c'est la limite. Mais pour nous, pas changer tout changer, les résultats sont là. On n'a pas eu les résultats escomptés. Voilà, neuvième proposition, l'établissement d'un domaine réservé au président de la République, notamment en ce qui concerne la désignation des membres du gouvernement chargés des questions sécuritaires, diplomatiques, économiques, quelle que soit la nature des accords politiques signés pour établir une majorité ou un consensus de gestion de pays. 10e, la mise en place de mécanismes permettant l'instauration des mesures de décrispation politique par le traitement diligent des actions judiciaires visant des personnalités politiques de premier plan ou à fort impact social et susceptibles de porter préjudice à la stabilité politique de la RDC. Le président de la République, vous lui donnez trop de pouvoir là? Non. Ici, nous avons... Parce que pour nous... S'il y a une majorité déjà qui est au Parlement, on sait déjà par exemple que c'est telle faction politique qui a la majorité, automatiquement c'est lui qui a le Premier ministre. Vous voulez créer un précédent en politique? Vous avez déjà eu dans ce pays une majorité qui n'a pas été négociée. Ça n'existe pas dans ce pays. Toutes les majorités que nous avons eues depuis que nous faisons depuis la Troisième République, ce sont des majorités négociées. Ce sont des majorités qui sont formées au prix des accords politiques. Et la conséquence, nous la connaissons tous, c'est qu'il y a du chantage. Même pendant ce nouveau gouvernement de l'Union sacrée, on a vu combien il y a eu de chantage dans le chef de ceux qui étaient en accord avec le président de la République. C'est pourquoi nous pensons que, puisque ce que nous voulons, la vision que nous avons, c'est que l'action du gouvernement soit efficiente, soit efficace, eh bien, des secteurs importants comme les secteurs économiques et sécuritaires ne doivent pas, en tout cas, faire objet de négociations politiques, pour ne pas les exposer justement à du chantage plus tard, et permettre à ce qu'il y ait une sorte, d'abord, pas seulement que ça ne soit pas, ça ne soit pas seulement l'objet de... Ministère de Défense, ministère Affaires étrangères, Affaires étrangères, économie et tout ça, vous voulez que ça soit... Il faut absolument que ce soit des domaines réservés au président de la République. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Non, ce ne sont pas des domaines réservés. Mais oui, affaires étrangères, sécurité et tout ça. Ce sont des domaines de coopération. De collaboration. Okay. Ce ne sont pas des domaines réservés au président de la République. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait véritablement de l'efficacité de l'action de l'État dans ces domaines-là, parce que ce sont des ministères clés pour le développement de notre pays. Je vous ai dit ici, pour nous, le plus important, surtout à partir du cycle électoral prochain, ou je veux dire des scrutins électoraux prochains, c'est le développement du Congo. Les Congolais en ont marre de voir les conflits entre politiques, les polémiques inutiles. Les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le développement de ce pays. Pour qu'il y ait le développement de ce pays, nous donnons les solutions, et les pistes de solutions. Les pistes de solutions. 11e proposition, la mise en place de mécanismes permettant aux jeunes de s'organiser en association et en mouvement en toute autonomie et en toute indépendance dans l'intérêt du développement de la nation. 12e point, la réforme de la CENI après 2023 pour renforcer son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et responsabiliser pénalement ses animateurs face au peuple eu égard aux processus électoraux à venir. La jeunesse. Vous êtes jeune. Donc, tel que vous êtes dans le centre là, vous vous sentez rédévable à Germain Kambiga, ou on vous demande de créer vos propres mouvements sans être toujours, permettez l'expression, les porte-mallettes de ces autorités morales des partis politiques? Bon, écoutez, Germain Kambiga est un exemple lui-même. Le fait qu'il ait décidé de quitter la famille politique qui était la sienne lorsqu'il avait commencé la politique, toutes les critiques du monde se sont rabattues sur lui. Tout ce qui peut être dit de négatif sur un homme politique a été dit sur lui.
Mais pour lui, c'était un choix qu'il a choisi en toute liberté parce qu'il n'a jamais quitté un parti pour adhérer à un autre. Il a quitté un parti pour créer le sien. Ce que nous disons, c'est que nous encourageons les jeunes à assumer leurs convictions, à y aller lorsqu'ils estiment que c'est le moment, qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment porteurs d'une vision. À créer ou à être derrière quelqu'un? À ne jamais être derrière quelqu'un juste pour l'être. Ne jamais sacrifier ses propres ambitions, ses propres aspirations, ses propres talents pour porter les mallettes des autres. C'est cela le message de Germain Combinga. Et malgré tout ce qu'il dit, on connaît, on comprend très bien, on connaît les colibés qui sont dirigés contre lui, malheureusement. Bon, il assume et il encourage aujourd'hui la jeunesse à se dire, eh bien, moi, je ne vais pas continuer à porter les mallettes de tel jusqu'à 50 ans, parce qu'il y en a qui continuent à le faire, et qu'à un certain moment donné, il faut savoir s'autodéterminer. C'est ce que lui, il a fait. Il a montré la voie. Peut-être que finalement, il n'arrivera pas jusqu'au bout de ses rêves, mais au moins, il a montré la voie. Il a montré une réforme de la CENI. Vous pensez que ça sera dépolitisé vraiment? La réforme de la CENI. Après 2023, et vous précisez après 2023. Non, je vais préciser ce que l'on entend par dépolitisation. Après 2023, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les réformes qui peuvent être faites, en tout cas les réformes de fond et de forme, ne peuvent pas bénéficier au président qui est actuel. Dans ce mandat-ci, les réformes doivent bénéficier, doivent être appliquées après 2023. Ce que nous proposons, c'est clair. C'est que nous voulons un système, l'organisation des élections à 4 niveaux. Un système électoral à 4 niveaux. Le premier niveau, le niveau de base, ce sera le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe de la partie logistique, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs, parce que finalement, au ministère de l'Intérieur, il y a une cellule qui s'occupe des élections. La deuxième étape, c'est la CENI elle-même, qui organise les élections, le scrutin lui-même. C'est la CENI qui l'organise, et la CENI propose, ou je veux dire, publie les résultats, provisoires d'ailleurs, ce qu'ils ont toujours fait. Ils publient les résultats provisoires. Et au-dessus de la CENI, au lieu de nous dire, bon, nous allons dépolitiser la CENI complètement, parce que ça, c'est quand même assez utopique, nous proposons un organe politico-administratif, peu importe comment on va l'appeler, qui rassemblera et la CENI, les observateurs et les représentants des listes qui ont concouru aux élections, pour pouvoir analyser les résultats provisoires qui ont été annoncés par la CENI et mettre tout le monde d'accord et confirmer ces résultats-là. Parce que ce que nous constatons après les élections, c'est après la proclamation des résultats, c'est qu'il y a des missions d'observation qui vous annoncent des résultats contraires, à tort ou à raison, parce que finalement, on ne sait pas. Parce que quand on va à la Cour constitutionnelle, jamais la Cour n'a ordonné de recompter les voix, par exemple. Donc, on ne sait pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Donc, nous pensons que tout ce contentieux-là, toutes ces contradictions-là peuvent être vidées au sein de cet organe politico-administratif qui confirme les résultats de la CENI. Et au 4e niveau, ce sera juste le cas, l'étape du contentieux électoral, comme d'ailleurs le dit la Constitution au niveau de la Cour constitutionnelle. 13e point, l'instauration systématique des contrats de performance dans toutes les fonctions de direction des entités publiques dans une logique méritocratique. 14e, la création d'une caisse nationale de garantie et de participation qui se substituera au ministère du portefeuille et la mise sous tutelle directe de la primature qui en assurera l'évaluation permanente et le suivi des contrats de performance de toutes les entreprises publiques. L'Assemblée nationale mettra une fois par an en jeu la responsabilité du gouvernement sur cette question. Très sensible, le portefeuille, l'argent et tout, les entreprises. Vous voulez quoi comme changement pratique par rapport aux entreprises? De manière pratique, il faut que la gestion des entreprises publiques aille dans une acception managériale. Avec, bien entendu, comme on l'a dit, des contrats de performance, des contrats basés sur les résultats. On a eu déjà une telle réforme qui avait été annoncée comme ça, je crois, dans les années 2011. Mais je vous citerai une phrase de l'ancien Premier ministre qui, à l'époque, était secrétaire général du COPIREP, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Il y avait eu des tests et tout ça. Avant la réforme égale après la réforme. Oui, il n'y a pas eu grand-chose qui avait été fait. Nous proposons un véritable choc là-dedans. Ce qu'on s'est dit, bon, écoutez, on supprime le ministère du portefeuille, on fait comme ça se passe dans d'autres pays, il y a une caisse nationale de participation
qui est en réalité une sorte de conseil d'administration. On supprime le ministère du portefeuille. On supprime le ministère du portefeuille. On crée à la place une caisse nationale de participation qui est en réalité un conseil d'administration de toutes les entreprises publiques, qui contrôle justement, parce que c'est les fonds de l'État qui vont dans ces entreprises-là ou qui sont générés dans ces entreprises-là, qui va permettre à ce qu'il y ait ce contrôle-là et qu'il y ait l'instauration de ces contrats de performance, parce qu'on aura des performances, des indicateurs de performance qui seront bien établis et on suivra les résultats de chaque manager de l'État, parce que c'est comme ça que nous aimerions les appeler, qu'il y ait un nouveau management basé sur les résultats dans les entreprises publiques. Aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, nous annonce qu'il y a des fortes mobilisations de fonds, mais ça ne concerne que des entreprises dont on peut compter sur le bout du doigt, de la main, d'une seule main. Il y a tout un tas d'entreprises publiques qui ne participent plus au budget de l'État. Qui sont presque en faillite, hein, d'ailleurs. Moi, je vous cite la Sokimo, qui a eu des joint ventures récemment, très juteuses, mais qui ne participent pas au budget de l'État. Vous allez à la FIKIN, vous me direz, non, c'est mort, mais la FIKIN a des concessions qu'elle a cédées à des Chinois. Pourquoi elle ne participe pas au budget de l'État, la FIKIN? Vous voyez, il y a des problèmes dans la gestion des entreprises publiques et nous pensons qu'il faut un électrochoc pour permettre à ce que les choses puissent revivre. Beaucoup de belles propositions. 15e, la provincialisation du développement de la RDC par l'application stricte des prescrits constitutionnels et la confection des plans de développement spécifiques pour chaque province en tenant compte de leurs avantages comparatifs. L'instauration 16e, l'instauration d'un choc de simplification dans le parcours des projets gouvernementaux entre les législateurs et l'exécutif pour faciliter la réalisation dans les délais des réformes. Moi, j'aime bien les provinces. La provincialisation, c'est ce qui nous manque. Chaque province est différente, c'est ce que les gens oublient. Il y a des provinces agricoles, il y a des provinces minières, il y a des provinces forestières, tout y est. Mais pourquoi, avec tout ce qu'on a, on est down? Notre conviction au centre, c'est qu'il faut que l'État lâche prise. L'État central, quand je dis l'État, c'est le pouvoir central. Il faut qu'il lâche prise. Il y a la décentralisation, Rodrigue. Il y a la décentralisation soit effective. Mais elle n'est pas effective, c'est pourquoi nous n'allons même pas, en inventant d'autres mots, nous ne reprenons que ce qui a déjà été dit dans la Constitution. Moi, je veux bien ce grand programme des 145 territoires qui sera bientôt lancé. On fait beaucoup de promotion là-dessus, mais quand vous suivez, vous comprenez qu'on n'a que très peu intéressé les provinces. Pourtant, nous pouvions passer par les dispositions constitutionnelles elles-mêmes qui prévoient d'abord la rétrocession à 40%, qui n'a jamais été appliquée, qui n'est pas appliquée, et la caisse des péréquations, des choses qui n'ont jamais été appliquées dans ce pays. Même sous Mobutu, vous avez l'impression que sous Mobutu, quand même, cette caisse... Dans la Troisième République. Ah oui, mais je sais que sous Mobutu, quand même, mais cette caisse était quand même un peu... Voilà, non, quand je dis jamais, bon... Quand même, mais cette caisse n'existe plus, c'est ça, il n'y a plus ça. Elle existe, mais que de nom. En réalité, prenez 2020, le budget 2020, on prévoyait de l'argent, je crois... 500 millions de dollars pour la caisse des péréquations qui n'ont jamais été versés. Jamais cette caisse n'a eu à fonctionner depuis que la constitution actuelle l'a consacrée. Et moi, je vais donner un exemple. Pendant les 18 ans du président Kabila, qui nous a ramené d'abord les 5 chantiers, il a eu à faire quelques travaux ci et là. Des routes. Est-ce que les Congolais ont le sentiment que Joseph Kabila a transformé ce pays globalement? Lorsque vous les interrogez dans la rue, la plupart vous répondront non. Et ça, il ne faut pas avoir le froid dans les yeux pour le dire. Et je ne crois pas qu'à l'issue de ce programme des 145 territoires où on va construire un hôpital là, on construit un puits d'eau là, que les Congolais vous diront plus tard que les Congolais, Félix Tshisekedi aura transformé le Congo. Je ne le crois pas. C'est pourquoi nous pensons que la véritable solution, c'est cette provincialisation du développement. Il faut absolument donner aux provinces les moyens de se développer avec leurs propres projets spécifiques. C'est comme cela que nous allons, que les Congolais auront l'impression
que véritablement quelque chose est fait. Donc, ce n'est pas en construisant un puits là, un petit... Oui, les problèmes du Kwilu ne sont pas les problèmes les problèmes de Kinshasa, ne sont pas les problèmes de la Mongala, ne sont pas les problèmes de l'Ituri. Donc nous faisons un plan global sans tenir compte des spécificités de chaque province. Et d'ailleurs, sans véritablement impliquer ces provinces-là, parce que j'ai suivi le ministre du plan. Et on comprend très vite que les provinces sont mises au second rang, ou n'existent même pas. Quand on prend tous les projets qu'il y a eu ces derniers temps, Chile, Gélou, etc., avec je sais pas, le conflit qu'il y a eu tout à l'heure entre un député et un conseiller du président, on comprend, et les réactions qu'il y a eu des gouverneurs, on comprend qu'il n'y a pas de véritable intégration des dirigeants locaux dans les projets nationaux. Et je parie que ce sera la même chose avec le projet de 145 jours. Et ce que je dis, c'est que l'impression qu'auront les Congolais après ce projet de 145 territoires, si ce n'est pas l'émanation des provinces elles-mêmes, eh bien, on aura l'impression d'en avoir rien fait. Le travail qu'il faut faire au Congo est tellement vaste et énorme que ce n'est pas en faisant des petites actions ça et là que les gens auront l'impression que vous avez travaillé. Il faut absolument promouvoir le développement des provinces à partir des provinces elles-mêmes. La simplification dans le parcours des projets gouvernementaux. Donc on a l'impression que notre administration est lourde, c'est ça? Il y a 11 étapes. Il y a 11 étapes. Pour qu'une loi puisse passer à l'Assemblée nationale. Wow. 11 longues étapes. Nous pensons que c'est trop long, surtout pour des lois qui paraissent être urgentes. Nous pensons qu'il faut simplifier tout ce parcours de combattant qu'une loi doit parcourir pour finalement être adoptée et être promulguée. Donc nous pensons que c'est trop long et qu'il faut absolument simplifier la démarche pour permettre à ce qu'il y ait une célérité dans... 17e proposition, le développement d'un mécanisme légal de facilitation des investissements et de réalisation des projets en complément à la procédure d'appel d'offres par l'instauration de la possibilité pour le Premier ministre ou les ministres d'engager sa responsabilité devant le Parlement par courrier avec accusé de réception adressé au président de l'Assemblée nationale après autorisation spéciale du président de la République pour faciliter la réalisation urgente de certains projets publics prioritaires. Enfin, l'initiation d'une révision constitutionnelle courageuse pour élaguer toutes les dispositions devenues anachroniques et inefficaces compte tenu de l'évolution de la société congolaise et des besoins de développement de la République démocratique du Congo. On y est, la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit modifier dans cette Constitution? Qu'est-ce qui est devenu anachronique aujourd'hui, Rodrigue Mwamba? Ce qui est anachronique, c'est tout ce qui est un frein, tout ce qui est un frein au développement du Congo. Je vais vous donner un petit exemple, quelques petits exemples. Je vais commencer dans le domaine des élections. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à cet impératif de développement sur le mandat du président de la République? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question que 5 ans, c'est beaucoup moins? C'est court selon vous? Vous voulez qu'on revienne à 7 ans, un septennat? Nous pensons qu'un septennat aujourd'hui, par rapport aux impératifs de développement que nous avons, est mieux indiqué, surtout aux impératifs. 2 fois renouvelable ou quoi? Ça a toujours été une fois renouvelable. Une fois renouvelable, mais ça sera 14 ans. Exactement. Ça me rappelle François Mitterrand, c'est trop long, 14 ans pour un président de la République. Non, vous avez cité François Mitterrand, il est français, on est congolais. Nous pensons qu'en 5 ans... Mais eux qui sont déjà développés, c'est pour ça que je le dis. Si eux, ils disent que c'est déjà... Eux, ils ont quand même fait des septennats en plusieurs années. Et lorsqu'ils ont estimé qu'ils avaient atteint l'objectif qu'ils avaient après la Seconde Guerre mondiale, ils sont passés au quinquennat. Nous avons copié le quinquennat, mais on se rend bien vite compte qu'on se bute. On se bute d'abord par rapport aux moyens financiers et par rapport au temps qu'il faut pour qu'une politique économique, sécuritaire puisse prendre effet. On a besoin de temps. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi la question de la double nationalité aujourd'hui qui devient totalement anachronique. La double nationalité. Nous avons la diaspora la plus importante d'Afrique qui, en termes de participation à travers les familles, les ponctions qu'ils font, les ponctions d'argent qu'ils font dans nos familles, etc., représentent quasiment 4 fois plus que l'aide publique au développement. C'est à compter en milliards et milliards $, ce qu'ils envoient ici au Congo. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser
tous ces compatriotes-là, qui d'ailleurs pour des raisons évidentes, parce qu'il faut qu'ils s'intègrent souvent des raisons économiques, dans les pays qu'ils sont. Mais ils sont plus congolais même que nous qui sommes restés ici. Effectivement. Pourquoi il faut continuer à les laisser à l'écart? Nous pensons qu'il y a des dispositions comme ça qui sont devenues anachroniques, qu'il faut absolument avoir le courage d'élaguer de la Constitution et permettre à ce que le développement se fasse. Parce que ça aussi, tant que ça existera, ce sera un frein au développement. Faciliter les investissements, vous l'avez dit, un mécanisme légal de facilitation des investissements. Aujourd'hui, il y a toujours ce blocage-là. Le climat des affaires n'est toujours pas aéré, toujours pas clair en RDC. Effectivement, et c'est pourquoi nous disons que, bien sûr, parce que après on craint aussi que plus on simplifie, il y a des détournements qui peuvent se faire, etc. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait une autorisation spéciale du président de la République signée d'ailleurs et une mise en jeu de la responsabilité du Premier ministre lui-même, du président de l'Assemblée nationale. Voilà, exactement. Les trois doivent travailler ensemble. Justement, pour permettre à ce que... Parce que le Congo, il a besoin d'investissement, madame. Et lorsque nous avons une législation et des lourdeurs administratives qui ne permettent pas que ces investissements se fassent rapidement, eh bien, c'est nous-mêmes qui retardons et bloquons notre développement. Mais nous comprenons ce qu'ils disent aussi, surtout avec la polémique actuellement sur les dépenses, les véhicules des membres de la CENI, etc., qui craignent qu'en simplifiant les choses, on peut favoriser la corruption ou des marchés de gré à gré, etc. Comme avec la CENI aussi, avec cette histoire de véhicules, de chariots automobiles de la CENI. En jeu la responsabilité du Premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons effleuré aujourd'hui cette première partie de son proposition de Germain Kambinga, qui a été magnifiquement expliquée par Rodrigue Mwamba. Donc, je crois que vous avez compris que aujourd'hui, avec des intelligences de mon pays, chacun veut réfléchir, chacun veut donner, contribuer pour que le Congo aille mieux. Moi, je l'ai toujours dit, on n'a qu'un seul pays et nous devons tout faire pour que ce pays redécolle, pour que nous soyons pluralisés. Surtout des pays voisins, moi, ça me fait extrêmement mal que des voisins nous traitent de paresseux, de gens qui portent des pantalons jusque-là, et pourtant on a beaucoup d'autres valeurs. C'est vrai que ça crée, ça nous demande aussi une introspection véritablement, parce que il faut de temps en temps qu'on regarde notre nombril et on se pose la question pourquoi les voisins, pourquoi les autres nous traitent ainsi. Merci Rodrigue Mwamba. Merci. Nous nous reverrons prochainement pour reparler des actions, des propositions qui restent. Merci pour votre fidélité et on se reverra très très prochainement. Au revoir.